bonjour, Excellence colonel. Vous avez la casquette d'Excellence, vous avez celle aussi de colonel, c'est-à-dire que vous êtes dans l'armée et vous êtes passé aussi par la magistrature suprême. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours? Là, c'est long, mais je vais essayer de me résumer en disant que bon, ma jeunesse s'est passée dans l'essentiel, dans les cadres organisés, tels que l'école primaire, l'école des enfants de troupe, école militaire, pour aboutir, n'est-ce pas, finalement en Indochine dans ma jeunesse, 52-54. Au retour, évidemment, d'Indochine, je me suis attelé, n'est-ce pas, des études militaires, jusqu'à l'école supérieure de guerre à Paris. C'est long à raconter, mais en résumé, c'est ça. Et à votre retour, quelles ont été vos fonctions au Burkina Faso? Bon, j'ai occupé des fonctions militaires, bien sûr. Il peut dire que presque toutes les formations militaires, j'ai eu à les commander, et comme officier état-major également. En 1978, j'étais alors en stage à l'école supérieure du génie militaire. Et c'est là que nous avons eu notre premier vrai contact. Bon, c'était d'abord une rencontre à l'ambassade et puis ensuite nous avions partagé ensemble un repas. Et c'est là que j'ai eu ma première rencontre véritable avec le président Césaire-Beau. Que j'en avais, parce qu'à l'époque on connaissait à peu près tous les officiers. Ce n'était pas quelqu'un de très voyant, de très remuant, c'était quelqu'un de très discret. Quand je l'ai... Alors, il a entre-temps été ministre des Affaires étrangères dans un des gouvernements du président Lamine Zana. Et quand j'ai commencé à le connaître profondément, ce qui m'a réellement frappé, c'est sa simplicité. Il est d'une simplicité extraordinaire, d'un abord très facile, il est très naturel. En toute chose, il est vraiment naturel. Oh, les affaires étrangères, c'est un peu vieux. Hein? Ça date dans les années 74, 76. Je disais que vous êtes un officier supérieur de l'armée. Comment êtes-vous arrivé à concilier le métier d'armes avec la magistrature suprême, puisque vous avez été président de la République de la Haute-Volta? Oui, alors là, je n'ai pas eu de problème particulier. Pourquoi? Parce que d'abord, j'appartenais à une grande famille. Et ensuite, Dieu aidant, j'ai fait de longues études militaires, ce qui m'a permis, n'est-ce pas, d'avoir les bagages nécessaires. Hein. Je suis arrivé lorsque le coup d'État a eu lieu et le colonel Césaire-Beau est devenu le chef de l'État. Dans un premier temps, les collègues officiers ont souhaité que deux d'entre nous soient dégagés, soient mis à côté du chef de l'État pour préparer le courrier, recevoir, introduire certaines personnes auprès de lui au régiment interarmes à Gounguin. Et on avait désigné à l'époque le commandant Compaoré André Roch et moi-même. Donc voilà où a commencé ma collaboration avec le colonel Césaire-Beau, chef de l'État. Bon, votre carrière politique, on l'a connue, mais dites-nous, est-ce que c'était un rêve d'enfant que de devenir chef d'État un jour? Absolument pas. Mais comment est-ce que ça est arrivé? C'est arrivé opportunément, comme vous savez, c'était écrit n'est-ce pas, dans ma vie, par le Seigneur, c'était écrit dans ma vie, autrement, il n'y a jamais pensé. Tout ce qui me préoccupait, c'était mes études militaires,
et de A à Z. Si vous voyez même mon curriculum vitae, vous verrez que je n'ai pas du tout chômé. Nous avons gardé de très bonnes relations parce que j'étais très jeune et je m'étais donné vraiment de tout cœur à l'action gouvernementale. Et comme je disais, le colonel Césaire-Beau est une personne vraiment d'une humilité remarquable, d'une simplicité très naturelle. Et bon, j'étais dans le gouvernement, mais en même temps, comme véritablement un petit frère, presque comme un fils. Je me suis surtout attelé à connaître les difficultés du monde paysan et du monde rural en particulier. C'est pourquoi j'ai fait des tournées à travers le pays, un peu partout, pour me rendre compte de l'état des choses. C'est ça qui m'a été vraiment très intéressant pour moi, que je garde un excellent souvenir. Pendant son TPR, son jugement par les tribunaux populaires de la Révolution, on m'a appelé à la radio et je suis venu et puis finalement on m'a envoyé en prison en même temps que le colonel Césaire-Beau. Donc j'ai été au tribunal, à la Maison du Peuple avec lui, j'ai été envoyé à la Mako avec lui. C'est vrai que quelques heures après, on est venu le reprendre pour l'envoyer au Conseil de l'Entente. Avec la Révolution, vous savez comment j'ai été maltraité, pris enfermé, par-ci, par-là, bon, privé de tout. Bon, c'était pas pour moi quelque chose de... c'était même pas une surprise, mais j'étais confiant, étant donné que j'ai pas mal subi en tant qu'enfant de troupe. J'ai pas eu des difficultés, des fois, que ce soit des difficultés d'ordre moral, des difficultés d'ordre alimentaire, tout ça, c'était pas un problème. Alors, j'étais ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Urbanisme. Et puis, un mois ou deux avant notre chute, on avait fait un remaniement gouvernemental où j'étais ministre de l'Équipement. Cela veut dire pratiquement le même ministère avec, en plus, les télécommunications, par exemple. Et à l'époque, on m'avait donné un secrétaire d'État. Voilà, c'est ce que j'étais dans le gouvernement. Comment est-ce que vous avez connu le Seigneur pendant cette période? Dès le 7 novembre 1982, bon, j'ai eu des révélations, le Seigneur m'a fait des révélations, telles que par exemple, une nuit vers 4h du matin, il me dit bon, que je vais sortir. J'étais enfermé dans une villa au Nouveau Camp, sur la rue de Bobo. La révélation m'a dit que je vais sortir un vendredi. Il a précisé un vendredi. Voilà. Que je vais sortir. Alors ça s'est répété plusieurs fois. J'ai dit là, ça c'est sérieux. Je vais avertir la famille, au moins les enfants, pour qu'ils sachent que si ça se réalise, c'est ça que c'est Dieu. Si ça ne se réalise pas, en tout cas, c'est Dieu qui l'a dit. Alors c'est ainsi donc j'ai écrit une lettre. Ce jour-là, le matin de bonne heure, la lettre est partie. À ma grande surprise, le soir, j'ai reçu la réponse de la famille, comme quoi elle a reçu la lettre. C'est dont je ne m'attendais pas. Vous vous rendez compte? Au moment où on disait qu'on cherchait à me tuer, tout était encerclé de chars et tout ça. Bon, j'ai dit que je vais sortir. Je me suis dit certainement quelque chose qui ne va pas. Quand j'étais assis pas, dans le salon, j'entendais pas, un bruit à la porte. J'ai dit, ça y est, ils ont dû lire ma lettre. Ils vont me demander maintenant qui va me faire sortir. C'est clair ça. Alors si je n'arrive pas à dire exactement ce qu'il y a, vous savez, au moment de la Révolution, il n'y a pas de pardon. Dieu lui a parlé par des révélations qui se sont réalisées, par des événements précis, par des versets précis où Dieu le réveille, lui dit ouvre la Bible. Bon. Alors cette Bible d'ailleurs, c'est très intéressant.
quand notre gouvernement est venu au pouvoir, il y avait un enthousiasme populaire dans tout le pays qui avait fait que toutes les organisations religieuses avaient organisé spontanément des réunions de prière pour soutenir l'action du gouvernement du colonel Sézerbo. Et au cours d'une de ces activités, donc, il avait reçu une Bible du regretté cardinal Paul Zungrana. Et cette Bible était chez lui. Peut-être qu'il l'avait regardée parfois, mais quand il était en détention au Conseil de l'Entente, un jour, Dieu lui dit, dis à ta famille de t'envoyer le livre que le cardinal t'a donné. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Donc, c'est des révélations vraiment très précises, bibliques, ou des révélations extraordinaires, si bien que il est sorti du Conseil, il était au Conseil de l'Entente musulman, et il est sorti chrétien. Je crois que quand il a annoncé à sa famille que lui, il était devenu chrétien, selon le témoignage, eh bien, certains membres de sa famille, ses époux normalement, ont pleuré parce qu'ils ont dit, mais le vieux est devenu fou. Comment il peut dire qu'il est chrétien? Donc, il s'est converti tout seul, enfin, tout seul. En tout cas, Dieu lui a parlé d'une certaine manière, mais de manière claire, précise, pendant son séjour au Conseil de l'Entente, jusqu'à sa sortie. Même sa sortie lui a été révélée par Dieu, les conditions dans lesquelles cela allait se passer, et en même temps, les conditions dans lesquelles 17 octobre allait se passer. Alors l'officier qui était devant sur le lieutenant, il est rentré, je me suis levé, allé à sa rencontre à la porte. Il m'a salué, je l'ai salué. Alors, moi, je m'attendais à des questions. Alors, c'est là où il me dit que mon colonel, je suis venu vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, les portes resteront ouvertes jusqu'au soir. Vous pouvez même sortir, aller vous promener dans la cour. Je n'en croyais pas. Bon, et puis ils sont partis. Alors, à l'heure de départ, maintenant, j'ai jeté un coup d'œil dehors. Effectivement, je voyais les chars, tout ça là, déménager, et quitter devant les bâtiments. Il fallait que je termine la Bible. Quand j'ai terminé la Bible, le lendemain, je suis sorti. Vous avez lu la Bible en entier? En entier, de Genèse de A à Z. Pourquoi? Parce que la première révélation que j'ai eue, le 6 novembre 1982, quand j'ai quitté la présidence de la République, le samedi, fatigué, je me suis couché. Voilà le rêve. Je me retrouve entre quatre anges, blancs vêtus, mais les pieds ne touchaient pas le sol. Il y a un ange qui a levé le bras droit avec l'index. Il me montre une très grande montagne, toute blanche. Et moi, j'étais au milieu avec un habit sale de mécanicien. Alors, je me suis mis à escalader la montagne jusqu'en haut. Arrivé au sommet, j'ai d'abord marché face à l'est, puis face à l'ouest. Et je me suis réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai appelé mes deux épouses au salon, j'ai dit, ah, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je viens de faire un rêve là, c'est sérieux. Mais soyez rassurés, ma vie n'est pas en danger. Tel que je me suis vu, ma vie n'est pas en danger. Effectivement, à 17 h, personne ne pouvait entrer ni sortir de chez moi. Les commandos des bleds de Sankara sont venus de Pau. Ils ont tout occupé dans ma cour, ni ne pouvaient sortir, ni entrer. J'ai dit, voilà. C'est la recherche maintenant, la recherche de ces anges-là, cette montagne-là, que j'ai découvert, n'est-ce pas, dans la Bible, ce passage-là, qui parle, n'est-ce pas, des gens, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment. Quand j'ai vu ça, je me suis mis à genoux et remercier le Seigneur. La conversion s'est passée tout seul entre vous et Dieu dans la prison. Absolument. Et vous avez accepté le Seigneur Jésus. C'est vraiment formidable. Alors, vous avez accepté le Seigneur, vous êtes devenu chrétien après votre passage à la magistrature suprême. C'est-à-dire que quand vous étiez encore président, vous n'étiez pas chrétien. Alors, si vous étiez chrétien avant d'être président, est-ce que vous auriez dirigé le pays différemment? Il faut vous dire que mon principe, quand j'étais au pouvoir, c'était le bien-être des populations. Mais cela n'est pas contraire à la religion chrétienne.
Alors, une des anecdotes que je garde du colonel Cézerbo quand nous étions au gouvernement, nous nous rendions à Bobo. Et nous sommes arrivés vers la Volta. Alors, donc, vous imaginez le cortège présidentiel. Et on a vu une voiture qui venait, et quand la voiture est passée, il a fait klaxonner, et il a fait comme ça, et il a fait arrêter le cortège, et puis il est descendu. Donc le cortège, la sécurité, on est descendu comme ça, bon, dans la brousse, et le monsieur, et il a dit, il a ailé la personne, c'était le colonel Da Belmoko, un des anciens, je crois qu'il est maintenant décédé. Et bon, le colonel Da est venu, et puis tout le monde est sorti, on a bavardé, ils ont rigolé, et puis après on est remonté, on est parti. Quand j'étais enfant aussi, bon, j'ai passé par l'école coranique à Tougan, et puis à Tamboutou. Ouais, c'est l'école coranique pour bien comprendre ma religion musulmane. Quand ils ont appris que j'étais devenu chrétien, je s'est éteint. Pourquoi? À cause des réalisations, hein, des révélations du Seigneur. Vous voyez comment je suis venu, on m'a libéré, parce que j'ai connu le Seigneur, j'ai connu la vérité, mais voilà. À la suite de ça, d'ailleurs, beaucoup de parents se sont convertis. Quand ils ont senti vraiment l'intervention du Seigneur, c'était automatique. Je vais vous donner par exemple une anecdote là. Et quand j'ai été enfermé au Conseil de l'Entente, chaque samedi, la famille quittait Tougan, ouais, pour venir au Conseil de l'Entente, pour me rendre visite. Alors le jeune homme, nous, là, il avait 7 ans. Alors un jour, il passe à travers les chars là. Il était ému. Alors, il dit, papa, à ce moment-là, il y avait 2 militaires, hein, qui assistaient à la conversation de madame et de moi-même, 2 militaires qui étaient là pour nous assister. Alors, il dit, papa, comment tu vas t'en sortir? Je lui ai répondu, hein, ne t'inquiète pas pour ça. Il dit que même si le Conseil de l'Entente prenait feu, moi je sortirais. Alors, les 2 soldats qui étaient là, ils ont secoué la tête comme ça. J'étais étonné de m'entendre dire comme ça. Alors, quand la famille est rentrée, une semaine après, elle est revenue, elle était inquiète, parce que ce que j'ai dit, que les soldats vont rapporter à les supérieurs, qui vont me créer des ennemis. Mais elle a eu grande surprise, je lui ai dit non, on ne m'a pas posé de questions là-dessus. Un matin de bonne heure, le Seigneur me dit, pas 53, ma Bible. J'étais enfermé au Conseil de l'Entente. Je me suis levé au milieu des militaires. J'étais un à droite, un à gauche là. Je suis parti à la table de travail aussi sur ma Bible. J'ai ouvert ma Bible, page 53, quand je vois la délivrance promise par l'Éternel dans l'Ancien Testament. L'Exode, la délivrance promise par l'Éternel. Maintenant, à partir de ce moment-là, moi, quelle que soit la situation, moi je vais sortir. Non, c'est-à-dire qu'il fallait quand même que ceux qui ne connaissent pas le déroulement de ce qui est arrivé puissent le savoir. C'est uniquement pour ça. Parce que si je gardais ça pour moi-même, ça n'a pas de sens. Il fallait faire écrire pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Hein. Évidemment, ce que j'ai écrit, c'était un résumé de ce que le Seigneur m'a révélé, c'était des résumés. Hein. Donc il fallait quand même le faire savoir aux gens, hein, ce qui s'est passé. Alors, ça a aidé beaucoup à comprendre. Hein, à comprendre n'est pas la voix du Seigneur, parce que beaucoup ne savaient pas de quoi il s'agissait. Quand on dit chrétien, d'accord. Mais ils ne savaient pas comment, la puissance du Seigneur. Ils ne savaient pas. Comme tout le monde ne peut pas être appelé à connaître la puissance, il faut écrire. Donner des témoignages pour dire aux gens comment Dieu intervient dans la vie des gens, dans vos problèmes. C'était indispensable pour moi de l'écrire. J'entends parler de vraiment, ouais, regarde ton livre, j'ai compris cela, j'ai compris ceci, j'ai compris cela. C'est déjà quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait ça, il y a ça. Et maintenant que je sais que Dieu peut parler, Dieu parle aux hommes. Comme il m'a parlé, il peut vous parler à vous aussi, sans distinction. Dieu est à la disposition de tout le monde. Ils sont dans le monde, mais ils appartiennent à Dieu. Comme d'origine paysanne, donc je m'occupe surtout, je vais au champ, je fais un peu d'élevage. Voilà. Je suis totalement novice en politique.
Bon, je vais quand même vous poser une question, bien que vous soyez, comme vous dites, novice en politique. On dit souvent qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que c'est vrai ou faux? Non. Ça, ce sont des arguments de politicards, ceux qui ne comprennent rien dans la politique. Parce qu'en réalité, un homme politique a besoin d'amis pour le conseiller. Cet argument est un argument, n'est-ce pas, des politicards qui n'ont rien compris dans la politique. Vous dites que vous ne faites pas de politique, mais dites-nous, y a-t-il une différence entre ce que vous avez fait, ce que vous avez mené comme action dans le collège des sages et la politique? Est-ce qu'il y a une démarcation claire? Oui, démarcation claire, c'est trop dire. J'ai été désigné comme membre du collège des sages et le collège des sages m'a désigné comme vice-président. Dans ce cadre-là, bon, j'ai aidé évidemment à recenser tous les crimes. Tous les crimes et puis tous les manquements. On a tout recensé. Et c'est ce qui a conduit, n'est-ce pas, en fin de compte, à la journée du pardon. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de la journée du pardon qui a été instituée et quel bilan vous faites de toutes ces actions qui ont été menées au nom du pardon ou de la journée du pardon au Burkina Faso? Quelle est votre pensée là-dessus? Bon, le principe en tout cas est très bien. Bon, quant à l'exécution, comme dans toute œuvre humaine, il y a peut-être de la défaillance, c'est certain. Mais l'idée maîtresse est que on faisait tout, n'est-ce pas, pour que les uns et les autres soient satisfaits. Évidemment, il y a toujours, n'est-ce pas, des écarts qu'on ne peut pas éviter. L'idée principale est d'essayer de soulager les gens du mal qu'ils ont subi. Quel conseil avez-vous à donner aux générations qui gèrent présentement? Vous êtes d'un certain âge, vous êtes à la retraite. C'est dire que vous êtes passé dans le milieu administratif, dans le milieu, dans l'arène politique, dans l'armée, bien avant ceux qui sont présentement à la tête du pays ou qui sont présentement dans l'administration et qui gèrent le pays. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner à ceux qui présentement gèrent le pays, à un niveau ou à un autre? Il faut faire la part des choses. On ne peut pas donner des conseils experts comme ça. Ce dont on a constaté, et que moi-même j'ai pu constater, c'est de faire en sorte que les générations qui sont actuellement au pouvoir soient vigilants dans la réalisation des tâches quotidiennes. Que ce soit dans l'administration, n'importe quoi, qu'ils soient vigilants dans l'application. Parce qu'il y a des relâchements, il faut reconnaître qu'il y a des relâchements, par-ci, par-là. Donc il faut de la vigilance des responsables dans tous les milieux, dans toutes les fonctions. À ces jeunes-là qui sont peut-être toujours sur les bancs ou qui s'apprêtent à rentrer en fonction, quel conseil vous avez à leur donner? C'est surtout quand ils viennent en fonction comme ça, quel que soit le travail qu'ils vont faire, qui se réfère toujours à l'expérience réussie des anciens. C'est surtout ça. Parce que la jeunesse a tendance de tout connaître. Il faut tenir compte, n'est-ce pas, de l'expérience des anciens. Là où les anciens ont réussi, passer par là pour faire autre chose. Ne pas dire simplement, j'ai des bagages intellectuels, si c'est là, je m'en fous de ce qui s'est passé avant. Non. C'est la grande difficulté, n'est-ce pas, de commandement des jeunes. Le plus souvent, on néglige tout ce qui est ancien. Est-ce que vous avez un mot sur le cœur que vous voudriez adresser à nos téléspectateurs? Là, le difficile n'est pas de dire quoi que ce soit. Tout simplement, moi j'aurais voulu, n'est-ce pas, que dans toutes ces choses-là, que le Seigneur me donne encore longue vie, n'est-ce pas, pour pouvoir, si possible, donner des conseils aux uns et aux autres, puisque je suis à leur disposition, quoique à la retraite. D'abord, un militaire n'est jamais à la retraite. On peut vous appeler à n'importe quel moment mais politiquement aussi, compte tenu, n'est-ce pas, de mon passé,
politique, je peux encore donner des conseils.